Premier invité aujourd'hui de la grande interview sur Boursorama, c'est Alain Minc. Bonjour Alain Minc. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. Un petit mot déjà, il y a beaucoup de sujets à balayer ensemble sur le déconfinement, maintenant que le Premier ministre en a parlé ouvertement. Tiens, avant la question, c'était pas un peu prématuré d'en parler maintenant, selon vous? Écoutez, moi je trouve que le Premier ministre gère d'abord très bien toute cette affaire. Je trouve que donner aux gens le sentiment qu'au bout du tunnel il y a quand même une lueur, c'est bien. Ça correspond au fait que le gouvernement commence à travailler pour le préparer et que la transparence est une bonne chose. Et là, vraiment, je trouve que, comme disent les enfants, votre question, pardon de ma vulgarité, encule un peu les mouches. C'est vrai, bon. Et cette question sur le déconfinement, encore une fois, qui s'annonce quand même, c'est pas simple une phase de déconfinement. C'est extraordinairement compliqué. C'est beaucoup plus compliqué de faire sortir les gens que de les y faire entrer. Bon, donc c'est normal de prendre plusieurs semaines pour se préparer. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire claire, parce que l'affaire chinoise est tout à fait différente. C'était une région, ce n'était pas un pays entier. Mais nous allons bénéficier de l'expérience italienne, parce que les Italiens, sans doute, commenceront à sortir probablement un peu avant nous. Ouais, avec l'idée qu'on espère qu'on aura... Mais si vous voulez, quand on dit déconfinement, on ne se rend pas compte au même moment qu'aujourd'hui, il y a à peu près une moitié de l'économie française qui tourne, à peu près. Vous savez qu'un protocole a été signé dans le bâtiment et les travaux publics de manière à reprendre, au moins partiellement, à partir de cette semaine. Et on espère 30 à 40%. Vous avez vu que Michelin va reprendre, que le secteur automobile prépare sa reprise. Or, le premier des déconfinements, c'est quand les gens vont au travail. Donc, il faut mesurer qu'une partie de la France est déjà en voie de déconfinement. Ouais. On aura, la question se pose, les moyens justement de notre déconfinement avec la question de la disponibilité des tests, la question vous avez vu, du tracking, du traçage numérique des personnes infectées. Il y a des vrais sujets là. Hein. Il y a des vrais sujets, mais ni vous ni moi ne sommes suffisamment experts pour aller contre, disons, le savoir commun et dominant, qui est que, bon, il y a eu des problèmes, des goulots d'étranglement, mais globalement, je trouve que le pays, quand même, réagit extrêmement bien. Moi, je suis, par exemple, extrêmement impressionné de voir qu'on a doublé de facto le nombre de lits de réanimation par rapport au nombre théorique de lits. Je suis admiratif des gens, pas seulement des soignants, mais aussi des caissières de Carrefour, des éboueurs, des gens qui font tourner le pays. Donc il ne faut pas avoir qu'une lecture à travers les difficultés ou à travers le pessimisme. Il y a une espèce de sursaut collectif qui est à mettre en regard de ça et qui est impressionnant. Ouais. Après, on rêve tous d'une reprise en V. Voilà, que les choses repartent rapidement. Et c'est vrai que Bruno Le Maire nous a surpris en disant qu'il, lui, ne misait pas sur une reprise rapide de l'économie. Vous en pensez quoi? Mais ça, je partage tout à fait ce point de vue. Ce sera très différent. D'abord, le déconfinement sera progressif. Il y a des activités qui seront ouvertes plus tard que d'autres. Il y a des activités qui vont être quand même durablement endommagées, comme le tourisme. Ce n'est pas demain que vous verrez arriver par charter entier les touristes chinois. Donc il y a des secteurs qui reprendront beaucoup plus lentement que d'autres. Et je pense que, autant je suis convaincu que ce qui est fait par les pouvoirs publics de tous les pays nous évitera une crise type 29. C'est pour ça que je déteste la comparaison avec 29. C'est pourtant Bruno Le Maire qui l'a faite. Hein. Bruno Le Maire l'a faite, ça ne m'empêche pas de penser ce que je dis. Je pense que ce que les pouvoirs publics ont fait et auquel Bruno Le Maire participe le premier est tel que si en 1929 ceci avait été fait, on aurait évité l'engrenage fatal et peut-être Hitler. Donc, le fait que ça n'est pas la crise de 29, c'est en réalité dû à l'action des pouvoirs publics. On n'a jamais vu dans l'histoire ce qui est en train d'être fait, c'est-à-dire une politique de relance budgétaire dans des proportions énormes, une politique de relance monétaire dans des proportions gigantesques, et donc
telles que sont les lois de l'économie, on est en train de fabriquer la relance de la demande qui nécessairement fonctionnera. Alors les conséquences dans 5 ans, y en aura-t-il? Ni vous ni moi ne le savons. Mais l'action, la rapidité de réaction, et je ne parle pas que de la France, de l'ensemble des pouvoirs publics en Europe, et même aux États-Unis, nonobstant les hoquets de la gestion américaine, font qu'on évitera la crise telle que celle des années 30. Par ailleurs, quand on se met en référence à la crise de 2008, la crise de 2008, elle était moins sensible pour le grand public, mais elle était peut-être plus mortelle, parce que si le système bancaire avait sauté, il n'y a plus d'économie de marché. D'ailleurs, à la suite de cette crise, on a renforcé le système bancaire et celui-ci fonctionne parfaitement actuellement pour assurer la transmission de la monnaie qui est créée et des déficits qui sont très légitimement faits. Mais après 2008, les Américains ont appuyé à la fois sur l'accélérateur monétaire et sur l'accélérateur budgétaire. Les Européens, pour une part prisonniers de la doctrine allemande, ont appuyé sur l'accélérateur monétaire, mais sont restés le pied sur le frein budgétaire. Là, l'Allemagne a envoyé par-dessus bord toutes ces règles. Donc les Européens, là, comme les Américains, vont appuyer et appuient sur le frein budgétaire et sur le frein monétaire. Et ça, c'est un gage de sortie de la crise, mais c'est une sortie qui prendra nécessairement plusieurs mois, voire plus 1 an ou 18 mois. 1 an ou 18 mois avant d'avoir un retour à la normale, j'ai envie de dire, à la main? Non, on a les moyens de le gérer. Grosso modo, l'équation est assez simple. Le produit intérieur va sans doute tomber, je ne sais pas, entre 6 et 10%. On sait que c'est 3% par mois de confinement. Ouais. Le déficit budgétaire sera du même montant. Donc, la demande à travers les subsides de l'État se substituera à cette perte. Et donc c'est grâce à ça, le tout alimenté par de la création monétaire. La création monétaire finance les États qui fabriquent la demande. Exactement. Bon, grâce à ça, on remontera. Je suis incapable de vous dire si c'est en 3 mois, certainement pas. 6 mois, je pense pas vraiment. Mais je pense qu'entre 12 et 18 mois, on devrait récupérer une partie du coup de bambou que nous avons tous pris. Donc pour vous, en tout cas, les politiques économiques, qu'elles soient menées de manière budgétaire ou monétaire, elles sont là, elles sont au rendez-vous, elles sont bien dimensionnées, elles sont réactives. Et c'est ce qui fait que, contrairement effectivement à 1929, la sortie sera beaucoup plus positive. Absolument. Vous parliez des banques qui sont en bonne santé, c'est une réalité. Après, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis à la main, 10 millions d'Américains qui se sont inscrits au chômage en 2 semaines, c'est du jamais vu. Est-ce que, pardon, je ne veux pas être catastrophiste, mais si on se dit qu'il y a une envolée du chômage américain, c'est pas moi qui le dis, mais c'est la Fed, je ne sais plus quel gouverneur qui a dit que potentiellement il y avait 20 ou 30% de taux de chômage possible aux États-Unis, ça peut déclencher une crise bancaire parce que certains Américains pourraient être en difficulté sur leur crédit auto, leur crédit ou on oublie, on passe à autre chose. Non. D'abord, les Américains ont choisi un modèle différent des Européens. Les Américains, en effet, mettent les gens au chômage, mais le plan de 1000 milliards de dollars, de 2000 milliards de dollars qui a été approuvé, donne des subsides aux gens au chômage. Le plan européen est tout à fait différent. Le plan européen est de choisir le financement du chômage partiel, donc les salariés restent dans les boîtes, financement par la puissance publique. Mais on n'est pas en 1930 où les gens tombaient au chômage et n'étaient pas aidés. Je veux dire, de ce point de vue, le plan Trump-Pelosi, parce que c'est un plan Trump-Pelosi, choisit une voie qui est plus proche de la culture américaine, mais qui est quand même une voie où tous ces chômeurs, ou là une grande partie d'entre eux, seront aidés. Par rapport au point que vous soulevez des tensions éventuelles sur le système bancaire américain, chacun sait que la Fed mettra tout l'argent requis et elle ne cesse de le faire. Il y a 15 jours, tout le monde pensait que des mutual funds allaient tomber en faillite et que ce seraient des faillites retentissantes. Ces faillites n'ont pas lieu parce que la Fed, en réalité, achète tout. Tout. Donc les banques centrales, au-delà de la Fed, sont en train de nous sauver, finalement. Les banques centrales et les gouvernements. Oui, mais les gouvernements mènent des politiques qui sont financées pour partie par les banques centrales. Par les banques centrales, absolument. Ah, oui. Absolument.
Et d'ailleurs, ma question, à la main, c'est intéressant parce qu'il y a un coût astronomique, et heureusement, encore une fois, que les gouvernements sont là et mettent l'argent sur la table. Mais tous ces tombereaux de dettes, c'est quoi? C'est la BCE va en acheter, et les banques centrales vont en acheter un gros morceau, mais il faudra aussi les financer sur les marchés. Jusqu'à quel point les investisseurs vont suivre? La question se pose ou pas pour vous? Non. Parce que qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autres, les investisseurs? L'épargne, elle est là, l'argent, il est là. Qu'est-ce qu'ils vont acheter, à part des dettes d'État? Bon. Donc, je pense. Alors, il peut y avoir sur tel ou tel État, à un certain moment, des tensions spécifiques. C'est tout le problème de la question de la solidarité européenne. La vraie question de la solidarité européenne qu'il faut développer vis-à-vis de l'Italie, ce n'est pas seulement l'aide sanitaire, c'est le fait que la dette italienne est la plus sensible vu le niveau de dette que les Italiens avaient avant d'entrer dans cette crise. Et donc il faut évidemment qu'il y ait des mécanismes de solidarité. Mais d'une certaine manière, vous verrez les annonces européennes qui seront faites, il ne faut pas tout polariser sur le problème des Corona Bonds. Vous allez avoir la mise en route d'une partie significative du mécanisme européen de soutien et sans contrainte de politique d'austérité comme on en a connu dans le passé. Vous allez avoir l'effet démultiplicateur de l'API. Il y a 400 milliards d'euros. Il y a 400 milliards d'euros sur le MES. Je crois qu'ils vont en utiliser les 2/3. Vous allez un peu moins. Mais il est là et le reste sera disponible. Vous allez avoir, et c'est une mutualisation de relance par la Banque européenne d'investissement, vous allez avoir la Commission qui va financer le chômage à temps partiel à travers ses propres ressources, qui est une mutualisation. Donc, il y a mutualisation de fait. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop se laisser emporter uniquement par un problème idéologique ou spécifique qui risque de créer une tension très dure entre les États du nord de l'Europe et les États du sud, alors que les États du nord de l'Europe ont déjà balayé tous leurs dogmes. Aujourd'hui, il n'y a plus de dogme allemand pour l'instant. Ouais. C'est un changement mais gigantesque. Ouais, faudra voir le jour où il y aura un retour à la normale, si de nouveau les Allemands ne reviendront pas. Non, mais demain, attendez, c'est déjà suffisamment difficile de gérer au jour le jour. C'est déjà très compliqué de penser la sortie de cette crise, donc on ne va pas s'encombrer l'esprit avec les problèmes pour après-demain. Vous avez raison. Alain Minc, en Chine, est-ce qu'il faut croire les autorités qui assurent que l'épidémie est sous contrôle et que ça redémarre très graduellement, manifestement? Écoutez, moi, les échos que j'ai, en réalité, à travers les secteurs que je connais, c'est que ça redémarre en Chine, absolument. Alors après, sans doute y a-t-il eu beaucoup plus de morts que les chiffres qui ont été cités, j'imagine, mais le système chinois redémarre. Et ça, c'est de bon augure? Ah ben évidemment. Ouais. Retour en France, il nous reste quelques instants passés ensemble, Alain Minc. Dans le JDD, je ne sais pas si vous l'avez lu hier, il y a Bruno Le Maire qui appelle carrément toutes les entreprises, et pas seulement celles qui sont aidées par l'État au travers des dispositifs de report de charges sociales, fiscales ou de chômage partiel, à réduire leurs dividendes, même celles qui vont bien, qui ne demandent pas, ou bien en tout cas qui ne demandent pas d'aide publique, réduire leurs dividendes d'au moins un tiers, nous dit le ministre de l'économie. Il a raison de faire monter la pression sur les groupes cotés, le ministre? Oui, d'abord, il a raison. Le sujet se pose dans les pays étrangers dans les mêmes termes. Donc, arrêtons de dire que ceci pénaliserait les sociétés françaises vis-à-vis des investisseurs internationaux, puisque les investisseurs internationaux sont confrontés à la même question partout où ils investissent. Et je pense qu'en effet, on va entrer dans une période où cette sortie de la crise devra s'accompagner d'un sens de la solidarité qu'on a peut-être perdu. Et je pense que de ce point de vue, la question qu'il pose est plus que légitime. Le sens de la solidarité, Laurent Berger la voit justement sortie de crise avec le retour de l'ISF, vous avez vu aussi. Non, mais les modalités, je veux dire, il ne faut pas non plus faire du fétichisme. Il y aura nécessairement des gestes de solidarité. Et si on veut avoir des gestes de solidarité, des classes aisées vers les classes moins aisées, il y a beaucoup de moyens et la vie ne se ramène pas uniquement au fantasme de l'ISF. Le premier problème d'abord, bien plus que l'ISF, et là Laurent Berger le pose, c'est sans doute le moment est venu partout dans nos pays d'une politique spécifique pour les bas salaires. Mais de manière coordonnée. Tout le monde le fera.
Alors, c'est pas la peine de se dire que oui, de facto, c'est coordonné, c'est conjoint, c'est commun, mais il est clair que il est nécessaire d'avoir une politique de redressement gérée dans le temps des bas salaires. Et la question ou la réponse classique qui est de dire ce jour-là vous mettez en cause votre compétitivité, c'est faux si les autres économies font de même. Bon, alors prenez et vous avez une partie qui sera payée aussi par éventuellement un petit plus de hausse de prix. Mais aujourd'hui, la France qui travaille physiquement mérite de la part de la France qui travaille en télétravail, mais ce n'est pas quand même le même risque et la même chose, cette France qui travaille physiquement mérite des gestes de solidarité de l'autre France. Mais pas seulement de manière exceptionnelle et ponctuelle, de manière pérenne. Quand on dit politique salariale, ça veut dire une courbe de redressement raisonnable et gérée dans le temps en faveur des petits salaires. J'avais le patron de la CPME, François Asselin, qui était là en fin de semaine dernière, qui me disait que très bien, évidemment, les reports de charges, de cotisations sociales et fiscales, c'est très bien, mais que pour beaucoup de PME, il faudrait que ces reports se transforment en annulation. C'est inévitable. Je crois que c'est quand même les reports, 30 milliards d'euros par mois pour les caisses. Non, mais il y aura un sujet qui viendra avec la reprise de renforcement temporaire de fonds propres de toute une partie du tissu économique que l'État sera amené à faire dans un partage où il fera des fonds propres, mais où il ne prendra pas, Dieu merci, le pouvoir. Voilà, donc ça s'appelle des quasi-fonds propres, c'est quoi? C'est sans droit de vote? Oui, des quasi-fonds propres, des actions sans droit de vote. Alors sans droit de vote, c'est ça. L'inventivité financière saura répondre, ne vous inquiétez pas. Ça sera au rendez-vous. Il nous reste 30 secondes, Alain Minc, juste sur les marchés financiers, la réaction des bourses, des marchés d'actions, vous en pensez quoi? Certains disent que finalement, voilà, une baisse de 30%, c'est bien pricé par les marchés? Vous savez, depuis le début de l'année. Si on pense à la hausse qu'on a connue en 2019, une baisse de 30%, c'est d'une certaine façon effacer la hausse 2019. Hein. Ce n'est que ça. Donc il faut garder raison. Les marchés financiers sont assez chers, en tout cas les marchés actions, mais c'est logique dans la mesure où les taux d'intérêt sont à zéro. Avec une phase de stabilisation, là, pour l'instant. Oui, mais il y aura vous savez très bien que ce genre de période fabrique de la nervosité, mais en moyenne distance, je trouve que les marchés se sont comportés de manière assez rationnelle. Et puis surtout, c'est la grande différence avec 2008, les marchés sont ouverts. N'oubliez pas qu'en 2008, seul le marché action et le marché d'échange étaient ouverts. Il n'y avait pas de marché interbancaire. Ouais. On n'émettait pas des obligations. La semaine dernière, les entreprises ont émis un record mondial d'obligations. Ouais. Donc ça montre que... Les mieux notés, hein, pour certaines qui sont mal notées. Oui, d'accord, mais oui, enfin vous en avez des mal notés qui ont réussi quand même à émettre. Et puis sinon, elles ont des backup lignes. Le système financier qui a été renforcé après 2008 prouve sa résilience aujourd'hui. Et si vous permettez de conclure sur un point, oui. On va renforcer après cette crise le système sanitaire, car on fait toujours la guerre d'avant. Mais faire la guerre d'avant, c'est formidablement utile. On survit à la crise sanitaire parce qu'on a renforcé le système financier après la crise financière. Et vous verrez qu'à la prochaine crise, qui sera d'une autre nature par définition, eh bien, on survivra parce qu'entre-temps, on aura renforcé le système sanitaire. Faire la guerre d'hier, c'est quand même préparer la guerre de demain. Bon, merci d'avoir été avec nous, Alain Minc. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir.